Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir des amoureux. En l'occurrence, j'ai 2 amoureuses de la lecture. Et donc, elles vont se présenter à nous dans quelques instants. Donc, sur ma gauche, nous disons bonjour à Cassandre Cléon, auteure et blogueuse. Cassandre, sois la bienvenue sur Zouk TV et dans Plaisir de lire. Merci. En face de Cassandre, nous avons Cécile Simoneau, coach pour femmes neuroatypiques. Je les accompagne à s'épanouir professionnellement. Bienvenue Cécile. Merci. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci. Donc, comme d'habitude, nous aurons la possibilité de voyager soit dans le temps, dans l'espace, questionner nos pratiques, nos habitudes, grâce à la lecture. Et donc, nous commençons tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Cassandre ? Alors, je vais vous parler d'un livre qui est vraiment précieux pour les aidants. Je rappelle qu'un aidant, c'est une personne qui s'occupe d'un proche qui est fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Et déjà, merci vraiment pour donner cette visibilité à ce sujet qui est vraiment un enjeu de santé publique. Et un aidant sur 3 ne sait pas qu'il est aidant. Et j'aimerais vraiment dire que cet ouvrage, donc il est de Janine Sophie Giraudet et de Inge Kantekalen. Et en fait, dans leur démarche, elles veulent vraiment aider les aidants familiaux. Et elles sont, ce sont des professionnels de santé, elles sont médecins, toutes les deux. Alors, Janine Sophie Giraudet, elle est rhumatologue. Et puis, Inge Kantekalen, excusez-moi, elle est donc neuropsychologue en gériatrie. Et elles sont vraiment très impliquées dans l'aide aux aidants. Et elles animent le Café des aidants, un des cafés des aidants à Paris. Je fais comme une petite parenthèse pour expliquer ce que c'est que le Café des aidants. Oui. L'Association française des aidants a mis en place donc des lieux, des espaces d'échange, d'information pour les aidants, pour qu'ils puissent justement, une fois par mois, échanger, se rencontrer, parler de leurs difficultés. Il y a une thématique. Et donc, elles ont vraiment, donc ces 2 professionnels, un engagement très fort. Donc, ce qui permet justement, dans cet ouvrage, de mettre beaucoup d'outils, j'ai envie de dire, à l'attention des proches aidants. D'accord. Une petite question par rapport à ce café des aidants. Le Café des aidants. Le Café des aidants. Une fois par mois. Oui, c'est bien ça. C'est une rencontre en présentiel, virtuel C'est en présentiel. D'accord. Après, avec le Covid, je pense qu'il y a eu des aménagements peut-être en virtuel. Mais en tout cas, c'est vrai que à l'origine, c'est en présentiel. D'accord. Pour pouvoir échanger. Et en Martinique, il y a un Café des aidants. Oh. Oui, apparemment. Donc, c'est cette année, en 2022, il y a eu le premier Café des aidants. Et c'est vraiment un lieu où les personnes peuvent partager des astuces, parler justement de leurs difficultés. Et ils sont accompagnés par un psychologue, puisque c'est animé par un psychologue et puis par un travailleur social. D'accord. Donc ils sont vraiment bien encadrés et c'est un moment de lâcher prise d'une certaine façon pour libérer la parole. D'accord. Donc, tu confirmes encore, avant même de commencer, que les aidants ne sont pas seuls. Que nous soyons en France ou même en Martinique, les aidants ne sont pas seuls. Ils peuvent se tourner vers des personnes qui peuvent les comprendre, qui peuvent les conseiller et avec qui ils peuvent partager. Tout à fait, exactement. Et donc, les autrices nous parlent donc nous donne un titre vraiment qui est, pour moi, très frappant. Donc, comment aider ses proches sans y laisser sa peau. C'est criant de vérité. Et
il y a une métaphore qui est énoncée au début de l'ouvrage. Et la métaphore explique que ce livre est en fait une bouée de sauvetage à l'attention des aidants. Et quand on regarde la couverture, on voit la bouée. Donc on pense que c'est un rond, mais en fait c'est une bouée. Et au milieu, il y a le chiffre, le nombre des aidants. Et il y a tout en bas, c'est écrit « et moi, et moi, et moi ». Et je ressens ça un peu comme un SOS, un peu comme si il disait « m'aider, m'aider, sauvez-moi ». Et effectivement, cet ouvrage a beaucoup d'outils, beaucoup de ressources pour pouvoir aider donc, les aidants d'aujourd'hui et de demain. C'est de cette façon que c'est présenté. Et il y a un point assez important qui m'a particulièrement interpellée parce que on dit souvent oui, les aidants, il faut demander de l'aide, mais des fois il y a des réticences, il y a un refus, ils refusent, dans cette relation aidant-aidé, l'un ou l'autre peut refuser l'aide et c'est très bien expliqué dans l'ouvrage parce que l'aidant, il peut refuser l'aide parce qu'il se dit que c'est un aveu de faiblesse de demander justement d'avoir un soutien. Ça veut dire que finalement il n'est pas à la hauteur. Ouais. Donc c'est son interprétation de la situation, c'est des croyances et les autrices nous expliquent que justement dans le café des aidants il y a une possibilité lorsqu'on discute, on parle de mettre des mots sur les situations puis de comprendre que l'aide finalement c'est utile, c'est important. Il y a aussi donc dans cette relation aidant-aidé l'aidé qui refuse l'aide, qui ne veut pas justement avoir une personne extérieure au domicile, par exemple un auxiliaire de vie. Il se dit mais tu es là, tu peux faire effectivement, tu peux faire tout ce qu'il y a à faire, pourquoi demander à quelqu'un d'autre? Et donc ce refus de l'aide, finalement, ça pose un peu un cas de conscience pour l'aidant, qui souhaite justement souffler, qui souhaite passer le relais. Et les autrices donnent une méthode, on va dire un process d'une certaine façon, pour justement demander à l'aider, à la personne qui est en situation de dépendance, d'avoir justement une forme d'empathie, d'aider justement l'aidant. Il a besoin de soutien. Donc d'essayer de lui faire passer le message, mais calmement, sans s'énerver, sans crier, et de faire appel à une personne de confiance et qui va justement faire passer le message subtilement auprès de la personne qui est aidée. Et puis si vraiment ça ne fonctionne pas, d'imposer l'aide, de prendre quelqu'un, de l'imposer et puis de voir en fait comment ça se passe. Parce que ça peut aussi très bien fonctionner. Parce que les personnes, par exemple les auxiliaires de vie ou les différents professionnels, ils ont aussi, ils ont une bienveillance, ils arrivent à s'adapter aussi aux personnes. Donc ça peut très bien fonctionner. Donc d'aller dans ce sens-là pour se préserver, de pouvoir justement faire appel à l'aide extérieure et de tester. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelque chose qui me vient aussi, pour l'avoir vécu en fait avec une voisine qui était devenue veuve. On était vraiment voisins, et donc on l'a beaucoup aidée dans le quotidien logistique. Et c'est vrai qu'il y a un côté aussi de l'aider qui va avoir peut-être tendance à monopoliser les dents en demandant toujours plus. Et l'aidant, alors moi c'était un aidant à petite échelle on va dire, mais quand même l'aidant, de fixer aussi la limite entre le vrai besoin logistique, émotionnel, médical éventuellement, et puis aussi ce qui déborde de vraiment ça et le côté emprise qui va finalement détruire les dents plus que
plus qu'autre chose, quoi. Tout à fait, Ouais, exactement. c'est juste, Les autrices en parlent de cette relation qui finalement peut devenir toxique. Exactement, ouais. Qui devient toxique parce que l'aidé aura une attitude un peu tyrannique Ouais, c'est ça. à solliciter toutes les 2 minutes les dents. Ouais. Et elle parle aussi de la relation toxique dans l'autre sens, les dents qui peut être justement dans une forme de surprotection qui va justement essayer de tout contrôler, ne pas lâcher prise justement par rapport à cette situation. Donc les solutions, parce que pour sortir de cette situation, elle donne des solutions. Elle parle des 5 R. Donc le premier, c'est le recul, avoir du recul sur la situation pour bien prendre sa place et voir justement l'équilibre à mettre, l'équilibre à installer pour justement pouvoir prendre du temps pour soi et de voir où est, on va dire, l'excès justement. Le deuxième R, c'est le répit, pouvoir souffler, pouvoir s'arrêter, justement grâce à l'aide des professionnels qui vont pouvoir intervenir. Et puis R, le réseau, donc aller vers les autres, comme au Café des aidants, aller voir les différentes associations. Enfin, en Martinique, il y a l'école des aidants, il y a en fait le collectif Je t'aide qui recense toutes les associations qui aident les proches aidants. Donc, vraiment sortir de l'isolement, aller voir des amis, enfin essayer quand même de rester dans une forme de socialisation. Donc elles en parlent très bien. Et puis la relaxation. Elle donne une liste d'activités pour s'apaiser intérieurement, le yoga, le tai chi, enfin, différentes activités pour pouvoir gérer toutes ces émotions, tout ce stress. Et puis le dernier R, le respect de son corps et de sa santé. Parce que c'est important de pouvoir aller chez le médecin, faire les différents bilans de santé pour voir effectivement si tout va bien. Donc elle donne aussi des conseils et des outils qui sont très pratiques dans le sens où il y a un journal de bord pour prendre soin de soi, avec des résolutions, avec une liste de choses qui nous font du bien et voilà, poser ses objectifs et être ferme dans cet engagement de prendre soin de soi. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et puis elle propose des synthèses avec les différents risques et à côté les différentes solutions, les différentes recommandations, ce qui fait qu'on a une vue d'ensemble de ce que l'on peut faire. Et j'ai trouvé que c'est vraiment une bouée de sauvetage à mettre entre toutes les mains pour pouvoir prendre cette mesure, voir l'importance de prendre du temps pour soi et de comprendre quels sont les freins qui nous bloquent. Voilà. Je trouve effectivement c'est très intéressant. Tu as parlé de prendre cet engagement vis-à-vis de soi. J'aurais plutôt tendance à penser que on arrive peut-être à prendre des engagements vis-à-vis des autres. Par exemple, on a promis de faire quelque chose, donc comme on a promis, on s'efforce de le faire, ou même si ce jour-là on ne se sent pas bien, mais comme on avait donné notre parole, on va le faire. Mais on dirait que quand il s'agit de nous, par exemple, comme tu disais, prendre ce temps pour soi, le respect de son corps, on aurait plutôt tendance à se dire, bon, je verrai ça après, ou bon, c'est important, mais moins important que les autres choses. Et bon, à chaque fois, on reporte, on diffère, et puis jusqu'au jour où le moteur ne fonctionne plus. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, en coaching, on appelle ça l'hypocrisie induite. Et en fait, quand tu t'es engagé envers quelqu'un, tu as verbalisé un engagement, tu vas le faire. Et du coup, une des méthodes de coaching de groupe, c'est justement de verbaliser devant le reste du groupe l'objectif ou ce que tu te fixes comme engagement envers toi-même.
parce que même si ça ne concerne que toi, comme tu l'as présenté devant les autres, tu dis non mais en fait je vais pas perdre la face la prochaine fois, tout le monde va avoir respecté. Et c'est une méthode de coaching qui s'appelle donc l'hypocrisie induite et qui permet de beaucoup mieux tenir ses engagements. Et je trouve que l'idée du café des aidants a tout son sens, notamment pour ce levier d'hypocrisie induite qui est très puissant pour justement tenir ce rythme qui est sur lequel on peut facilement se faire dépasser dans ces moments-là, quoi. Dans tout type d'aidance d'ailleurs, parce que justement le livre que je vais présenter c'est très en lien avec ça et c'est aussi une forme d'aidance. Et oui, c'est au quotidien finalement moi je vois ça un peu comme un funambule, toujours sur un fil, pas trop à gauche, pas trop à droite. Tout à fait, vraiment trouver l'équilibre, d'où l'intérêt du café des aidants. Exactement. Et de se faire entourer justement, de ne pas rester seul et de pouvoir dialoguer, discuter, parler de ce qui nous traverse dans l'esprit. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'elle parle des différentes compétences des aidants et elle parle aussi de la VAE, donc la validation des acquis, tout à fait. Et moi, je me suis dit effectivement qu'on aurait pu en parler un peu plus parce que les aidants développent justement des compétences, des qualités. Et donc, les autrices encouragent les proches aidants à contacter l'Association française des aidants qui peut les accompagner pour la reconnaissance des différentes... de leurs qualités, justement, pour avoir un diplôme. Oui. Peut-être qu'il y a aussi un travail à faire avec les pouvoirs publics, nos élus, pour justement... par rapport à la question de la validation des acquis, les compétences développées pour justement créer cette passerelle, créer des ponts justement entre cette expérience d'aidant et puis la vie active. Peut-être il y a des pistes à explorer. Oui, apparemment c'est en cours. Il y a tout un projet. Donc c'est sur le feu, je pense. C'est dans les tuyaux. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous redonner les différents R? Il y a 4 ou 5, tu as dit, les 4 R, les 5 R? Oui, les 5 R. Les 5 R. Oui. Donc, je me rappelle, il y a recul. Le recul. D'accord. Répit. J'ai oublié répit. Le répit. Le réseau. Oui. La relaxation. Et le respect de son corps. D'accord. De sa santé. Voilà, respect de son corps, respect de sa santé. Tout à fait. De l'autre aussi, bien sûr. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Donc les 5 mutuel, quoi. Oui. C'est ça aussi. D'accord. Et est-ce que, par rapport à ton expérience, est-ce que il y a des choses que tu as apprises? Est-ce que oui, oui, c'est vraiment très enrichissant. Et puis surtout, un moment, elle parle de cette du soutien perçu, du soutien social perçu, c'est-à-dire que on ne va pas demander de l'aide parce qu'on a une croyance, on pense que personne ne peut nous aider. Donc c'est même pas un refus de l'aide, c'est-à-dire qu'on pense que personne n'est en capacité de nous aider, donc on va pas chercher à demander. Et ça, c'est vrai que ça m'a interpellée parce que si on ne sait pas qu'il y a des dispositifs, si on ne sait pas qu'il y a des structures qui tout simplement nous accompagnent, peuvent nous accompagner, on ne va pas les solliciter. Donc c'est pour ça que je pense c'est vraiment l'entourage des aidants. Parce que les aidants, ils ont la tête dans le guidon. Hein. Donc, c'est l'entourage des aidants, que ce soit un voisin, un ami, une collègue ou les membres de la famille. Des fois, dans la fratrie, donc il y a un aidant qui se sacrifie, mais les autres peuvent, par rapport au recul qu'ils ont, aider le proche aidant. Donc, moi, c'est ce que je retiens. C'est vraiment une affaire de tous pour pouvoir aider soutenir les proches aidants. Je vois un peu ce qui me vient quand je t'écoute, c'est un peu comme une course cycliste où il y a le peloton et puis il y a le coureur de tête et puis les deux en fait ils sont très en lien et ils vont à la fois soutenir et puis se relayer s'ils s'épuisent et en fait ça me fait vraiment penser à ça en fait. Je suis assez sportive donc c'est ça qui m'est venu, mais c'est vraiment comme ça, je veux dire qu'en fait il est dans n'importe quel sport. Il n'y a jamais personne qui réussit seul. Exact. C'est extrêmement rare. Derrière, il y a toute une équipe, toute une batterie, un soutien, le mental, le physique, le machin.
Et en fait, c'est ça qui me vient. C'est pas parce que la personne sur le terrain, elle est là, qu'elle doit être seule. Qu'au contraire, la personne qui dit, bon, toi, tu aides elle, bon, moi, je te prépare des repas pour toi. Ou toi, tu t'occupes d'elle sur le terrain, moi, je m'occupe de la partie administrative. Parce que chacun, effectivement, va avoir ses affinités et ses possibilités aussi. C'est sûr, il ne faut pas non plus être jugeant de ceux qui n'aident pas physiquement, parce que sinon, je trouve qu'on perd le... Mais par contre, d'avoir le recul de dire, en fait, quelle peut être la complémentarité. Si, par exemple, il y a des personnes qui ne vont pas être à l'aise avec une personne de grand âge, dans le contact, c'est OK, chacun a ses sensibilités, mais dire de quelle façon je peux quand même contribuer à cet équilibre, à ce besoin en fait spécifique. Tout à fait. Ouais. Et en plus, je rebondis sur ce que tu dis, Cécile, parce que donc les autrices indiquent, quels que soient les différents cas en fait, la singularité des cas, puisque tous les cas sont un peu différents, mais il y a un point commun entre tous les proches aidants. Et le point commun, c'est que personne, vraiment personne, n'est préparé à s'occuper seul, H24, tout le temps d'une personne. Même si c'est par amour, mais c'est vraiment le faire seul, tout le temps, on n'est pas préparé à ça et personne n'est préparé à ça. Donc c'est ça le point commun. Et donc l'idée, c'est de pouvoir déléguer différentes fonctions, différentes tâches pour pouvoir justement avoir cet équilibre entre le don de soi et ne pas finalement s'oublier. Et donc elle donne tout un chapitre sur les conseils pour ne pas s'oublier, pour penser à soi. Il y a autre chose qui me vient aussi quand je t'écoute, c'est aussi le pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait par obligation, par devoir, un peu une sorte de loyauté non choisie? Est-ce qu'on le fait parce que j'ai envie d'aider? En fait, vraiment spontanément, sans attente de retour. Et est-ce qu'on le fait dans l'attente de reconnaissance ou pour combler un vide de notre propre vie? Et je pense que la raison initiale pour laquelle on devient aidant, ou le contexte, plutôt que la raison, j'ai envie de dire peut-être le contexte, et l'énergie avec laquelle on devient aidant, va totalement, je pense, changer la façon dont on va aider et dans la façon dont on va aborder cette situation. Et comme on disait tout à l'heure hors antenne, moi quelque chose qui me vient, c'est que si la personne elle est aidante dans une attente de reconnaissance, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'ordre public, de l'ordre... Et en fait, elle va se perdre elle-même, quoi. En fait, c'est ça. Après, si elle fait avec le cœur, parce qu'en fait, ça lui fait plaisir de donner, et puis tout ce qui vient en plus, c'est du bonus, c'est déjà pas le même équilibre, en fait, qui va se créer, Oui, c'est vrai. Donc, il parle de ça. Ce contexte initial, il est hyper important. Enfin, en tout cas, il me semble... Oui, c'est vrai. Mais on peut aussi le faire par amour, mais trouver aussi le juste équilibre pour ne pas se perdre dans cette relation aidant-aidé. Ouais. Et justement, comment on devient aidant? Donc, il y a toute une partie là-dessus. Et finalement, certaines personnes deviennent aidantes sans le savoir, sans s'en rendre compte, surtout quand c'est progressif. Par exemple, si on s'occupe d'un parent qui est âgé, donc c'est progressivement, la personne perd un peu son autonomie, donc on ne se rend pas compte à quel moment, finalement, on est vraiment l'aidant principal. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand il y a, par exemple, dans la famille, la fratrie, eh bien, c'est celui qui, souvent, il habite le plus près. Mais toi, tu habites plus près, tu peux aider plus, ou si la personne n'a pas forcément si la personne est célibataire ou sans enfant, donc mais toi, tu as du temps, donc ou tu es à la retraite. Donc il y a des personnes finalement qui se retrouvent un petit peu prisonnières, se retrouvent prisonnières de cette situation, sans s'en rendre compte. Et ce qui m'a interpellée aussi, c'est les soignants. Parce que les soignants, par exemple, si c'est une infirmière, eh bien, la famille va lui dire « Mais tu es infirmière, tu t'y connais !» Donc, forcément, c'est toi qui devras t'occuper du parent. Et en fait, la personne aurait aimé avoir le soutien aussi des autres. Ne pas être forcément l'aidant qui va tout faire. Donc, cette idée, comment on devient aidant, c'est vrai que c'est important. Donc, on a besoin de recul pour comprendre et puis pour trouver les meilleures solutions pour soi, pour qu'il y ait un juste équilibre dans cette relation. Et toi qui es vraiment dans ce domaine, qui est vraiment, qui a une expérience à la fois personnelle, professionnelle, est-ce que derrière le mot aidant, il n'y a pas une notion de sacrifice, quand même? Quand on entend aidant,
un peu ce côté sacrifice. Et est-ce que tant qu'il y aura cette connotation, il y en a beaucoup qui vont y aller à reculons, alors que si on valorisait tout l'enrichissement d'être un aidant, et de voir aussi comment le valoriser, justement, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, peut-être que ça pourrait faire évoluer le paradigme de comment on voit l'aidant, et peut-être que du coup les mentalités des personnes qui se retrouveraient potentiellement en situation d'aidant, peut-être le verraient, finalement j'ai entendu que c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le terme aidant, mais déjà, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le terme aidant. Ouais, Donc, un Français sur 2 ne connaît pas forcément la signification et un aidant sur 3 ne sait pas qu'il est aidant. Ouais, c'est incroyable ça. Donc, c'est vrai que déjà, prendre conscience de son rôle d'aidant. Et puis, il y a les aidants donc, professionnels, donc auxiliaires de vie, les soignants. Et il y a les aidants familiaux, les proches aidants. Donc cette notion de sacrifice, s'il y a un équilibre, un juste équilibre, on arrive effectivement à déléguer aux professionnels différentes tâches, il n'y aura pas forcément ce côté sacrifice. Et effectivement, ça sera mieux vu, mieux valorisé dans la société. Donc vraiment, c'est l'idée de trouver ce juste équilibre, pouvoir concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle et sa vie d'aidant. En tout cas, merci beaucoup Cassandre. Comme d'habitude, c'est toujours riche. On en apprend. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Je rajoute juste que c'est dans le cadre du défi que je me suis lancée de résumer 12 livres en 12 semaines sur mon blog coeuraidant.com avec des vidéos, des podcasts pour pouvoir vraiment mettre les informations précieuses d'une façon plus accessible pour tout un chacun. Génial. Merci Cassandre. Donc nous allons nous tourner vers Cécile. De quoi vas-tu nous parler? D'une certaine façon, toujours d'aidants finalement, mais dans un autre domaine, et des aidants qui pour le coup ne sont pas du tout reconnus, peu soutenus, souvent même montrés du doigt. Ce sont on va dire les parents et les personnes neuroatypiques. Alors neuroatypique, il y a neurotypique qui est la majorité et neuroatypique qui est plutôt la minorité, on va dire. J'aime bien ce terme parce qu'il est non jugeant. Et pour moi, c'est très important de ne pas être dans des termes de surdoué qui peut sous-entendre sous-doué. En fait, non, chacun a sa façon de fonctionner. Un n'est pas mieux que l'autre. Le tout, c'est de se comprendre et de voir comment on fonctionne avec. Bon, c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de neuroatypie. Et c'est quoi les neuroatypiques? Ça va regrouper toutes les personnes donc, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, personnes qui ont des troubles 10, des troubles de dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, toute la clique, troubles TDA avec ou sans H, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Des fois, il peut y avoir plein de H selon les profils. Les personnes de famille autiste, etc. Donc en fait, tout ce qui est en fonctionnement finalement cérébral atypique. Voilà. Et en fait, c'est un vrai quotidien compliqué, presque une lutte, parce que souvent incompris, encore trop, comme incompris, jugé. Et d'ailleurs, moi qui ai un trouble TDAH et un petit garçon qui a un TDAH, souvent, avant de comprendre tout ça, quand j'étais face à des professionnels ou même un entourage, il y avait beaucoup un côté enfant mal élevé. Turbulent, il faut l'éduquer, il faut le si. Et en fait, c'est pas du tout cet ordre-là. C'est en fait une configuration cérébrale que l'enfant ne maîtrise pas. Il fait de son mieux avec. Le parent ne le maîtrise pas non plus forcément. Et il fait aussi de son mieux avec. Et quand on est jugé, incompris, montré du doigt, c'est encore plus dur. Déjà pour garder l'équilibre, la santé, on va dire mentale au milieu de tout ça, et aussi pour comprendre et aider vraiment, pour le coup, ces enfants. Ou nous, si on est adulte, s'aider soi-même, parce que c'est pas toujours un long fleuve tranquille quand on a ces profils-là. Donc voilà l'introduction au livre. Donc c'est un livre qui a été écrit par Christelle Béchouche, que je vais vous présenter, illustré par Morgane Carlier. Pourquoi j'ai choisi celui-ci parmi... j'adore lire, je lis un livre par semaine en général, je suis vraiment boulimique de livres. C'est un peu un problème logistique à la maison, mais bon, on se soigne. Et en fait, parce que spécifiquement, c'est le premier livre que
pratico-pratique. C'est une synthèse de milliers d'informations pour justement ces profils-là. Et il existe le même en rose, c'est pas pour les garçons et l'autre pour les filles, non pas du tout. Donc le bleu est dédié à l'adulte atypique. D'accord. Et le rose est dédié à l'accompagnement d'enfants atypiques, donc pour le plus destiné aux enseignants et aux parents. Donc c'est pour ça que je dis que le côté aidant est complètement en lien avec ce profil de personnes, enfants ou adultes, parce que évidemment les enfants deviennent des adultes atypiques par la suite. Et moi mon métier justement c'est d'accompagner ces femmes neuroatypiques à s'épanouir professionnellement, parce qu'elles sont souvent incomprises et justement un peu exclues de ces cases dans lesquelles on essaie de les faire rentrer. Ça marche pas. Donc ce livre, comment il est conçu? Donc il y a par type de profil. Enfin, déjà il y a une explication, un rappel en fait de quels sont, qu'est-ce que c'est HPI, qu'est-ce que c'est TDAH, 10, etc. Il y a des témoignages très touchants qui permettent de se rappeler que on n'est pas seul à vivre ça. Ça peut paraître un détail si on n'est pas concerné directement par ces problématiques, mais quand au quotidien, on a l'impression d'être en survie émotionnelle, qu'on est submergé par ces tempêtes, c'est très intense en fait de vivre avec des enfants comme ça particulièrement. Et quand nous adultes on est comme ça et qu'on ne se comprend pas, c'est aussi une souffrance silencieuse mais bien réelle, quotidienne. Et le fait de dire telle personne, tel âge, elle a vécu ça aussi. En fait, de dire je ne suis pas seule. Et il y a aussi de l'espoir parce que malgré des parcours parfois difficiles, en fait, beaucoup de personnes célèbres aujourd'hui sont des neuroatypiques. Un des plus célèbres qui est souvent cité, c'est Albert Einstein, qui à l'école était considéré comme un cancre. Oui, je vous le rappelle. Donc voilà. Et en fait, non, ce n'était pas un cancre. Il avait juste un cerveau qui ne fonctionnait pas du tout comme celui des autres. Charles Darwin aussi était un profil autistique. Donc, se rappeler aussi que c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, comme on l'entend encore beaucoup, comme un handicap, comme une fatalité, un boulet qu'on se traîne toute sa vie. Et ce livre, je l'aime beaucoup aussi, c'est pas une énième vision de la situation, ce qui peut être intéressant aussi, mais le côté jugement, qui est vraiment une sorte de mise à disposition de cette population, quand même, d'une multitude d'outils qui peut leur changer la vie, et après, libre à chacun d'aller piocher dans ce qui lui parle, au moment où ça lui parle, et puis en fonction de sa situation et du contexte global dans lequel il évolue, parce que parfois, au sein même de la famille, même dans le couple, on n'est pas forcément compris, même sans parler d'enfants, dans le couple, si on a des fonctionnements vraiment, par exemple une hypersensibilité introvertie, en fait, on doit peut-être se fermer, et parce que c'est une sorte de protection, mais l'autre ne va pas forcément comprendre, peut le prendre comme une réaction envers elle, alors qu'en fait c'est nous en interne, on a besoin de cet isolement pour reprendre le contrôle, pour analyser, et on n'est pas forcément capable de verbaliser. Donc rien que ça, le fait de se comprendre, de dire en fait c'est son fonctionnement, c'est pas un problème envers moi. Et rien que ça, c'est important. Et puis, quand on a des enfants, encore plus. Moi, par exemple, mon petit garçon qui est intense, très intense. Vivre avec lui, c'est un défi quotidien. Et le fait d'avoir des ouvrages qui mettent des mots, en disant, en fait, c'est la faute de personne, en quelque sorte. C'est comme ça, en fait. C'est comme si on demande à un lapin de se transformer en cheval parce que c'est beaucoup plus pratique pour aller faire des balades. Mais en fait, non, ça reste un lapin, quoi. D'accord ? C'est un peu du même acabit. Ne demandons pas à l'enfant d'être autre chose de ce qu'il est parce que ça nous arrangerait plus. Et de la même façon, arrêtons d'attendre de lui qu'il soit un cheval et adaptons notre comportement avec qui il est vraiment. Et ce livre, il aide beaucoup à ça, je trouve. J'ai beaucoup aimé aussi les petites illustrations de Morgane Carlier avec les petites touches humoristiques qui permettent de se projeter dans le quotidien en fait, de ces personnes, en fait, les situations que ça peut créer un peu décalées. Et puis, justement, de dire, quand on est face à ça, on peut avoir une première réaction de jugement en disant « mais elle est tarée » ou voilà, un peu ce côté jugeant. Quand on ne comprend pas, souvent une des premières actions, c'est juger. Et justement, de dire, en fait, qu'est-ce que je pourrais en apprendre ?
comment je peux m'enrichir en fait de cette personne qui justement ne fonctionne pas comme tous les autres et qui s'affranchit même de ce regard des autres. Je trouve ça hyper intéressant enfin voilà, moi ces petites illustrations, c'est ça qu'elles me reflètent et j'aime beaucoup en fait les émotions décrites sur chaque personnage, la compréhension. Et en fait, pourquoi elle agit comme ça? Parce que dans le socialement correct, c'est une réaction qu'on n'aurait pas eu l'habitude de pouvoir voir. Donc voilà un peu une présentation de ce livre. Après, je ne sais pas si ça vous évoque, vous, des choses... Oui, alors, tu as dit que ce livre, il concerne l'adulte atypique. Celui-là spécifiquement. Et la version rose, c'est l'accompagnement d'enfants atypiques. D'accord. Donc, c'est pas tout à fait la même situation. Là, c'est l'adulte atypique dans sa vie à la fois personnelle, beaucoup professionnelle aussi. Parce que quelqu'un qui a une dyslexie très forte, arrivé à l'âge adulte, va, entre guillemets, avoir une étiquette de nul parce qu'il fait des fautes d'orthographe, mais ça n'a rien à voir avec ses compétences en fait intellectuelles. C'est juste que dans son cerveau, il est parasité par des réflexes archaïques qui ne sont pas intégrés et qui vont l'empêcher de solliciter les bonnes fonctions cognitives pour avoir une cohérence dans ce qu'il écrit et de retenir aussi la borne orthographe, par exemple, d'un mot. Mais ça ne remet pas du tout en cause en fait, l'intelligence de la personne. Et on a souvent ce raccourci qui est fait, qui va être très défavorable à son épanouissement professionnel. Et par exemple, je me rappelle au tout début de ma carrière, il y a très 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 longtemps, j'avais reçu un mail d'un chef d'agence d'un fournisseur. Et le mail devait faire 5 lignes. Sans mentir, il devait y avoir 30 fautes. Vraiment, c'était une catastrophe. Et la première chose, moi j'étais toute jeune, j'ai commencé à travailler à 20 ans, mais la première chose que je me suis dit, mais comment on peut arriver à un poste pareil et faire autant de fautes d'orthographe? Mais ça m'avait arraché les yeux, mais le EEST remplacé par ET à chaque fois, enfin des choses, mais vraiment du niveau primaire, en fait, en termes de fautes d'orthographe. Et je m'étais fait cette réflexion, un peu jugeante, je me rappelle vraiment à l'époque, et avec le recul, je comprends mieux en fait, mais à quel point c'est important de comprendre ce qui se cache, ce qui est l'enjeu qu'il y a derrière ça en fait, et de ne pas s'arrêter un peu à la surface de ce qui peut ressortir de ces neuroatypies, et d'aller chercher justement les talents de ces personnes et de leur apprendre à se connaître pour aussi qu'elles valorisent ce qu'elles savent extrêmement bien faire, et justement arrêter de mettre en valeur ce qu'elles ne savent pas faire. Puis arrêtons de leur demander aussi ce dans quoi elles ne sont pas à l'aise. Et puis d'avoir des outils pour travailler sur ce qui pourrait les aider à un peu compenser leurs failles, quoi. Pendant que tu étais en train de parler, ça me faisait penser à une image que j'ai vue sur un réseau social très connu avec la lettre F et en bleu. Il y a une image où on a une sorte d'enseignant et il y a un certain nombre d'animaux avec lui. Il y a un éléphant, il y a un tigre, un lion, un singe. Et puis, il demande comme exercice, le premier qui a réussi à grimper dans l'arbre a réussi le test. Ouais. Et donc, c'est sûr que si on attend une chose en particulier, c'est sûr que le singe va gagner. Mais par contre, on aurait demandé d'autres choses. On n'aurait peut-être pas eu le singe qui aurait gagné. Et effectivement, comme tu expliques, parfois on peut avoir des attentes. Ce sont nos attentes. Ouais, et puis, comme nos attentes ne sont pas comblées, on déduit que l'autre est un échec, ou bien nous, avec lui, c'est un échec, ou etc. Alors qu'il faudrait faire ce travail, d'entrer dans son monde, de comprendre son monde, le fonctionnement, et puis voir comment rapprocher justement les deux représentations. Ce que je trouve génial avec ce livre, au-delà de la richesse, de la quantité d'informations qui y sont synthétisées, un travail incroyable qu'elle a fait Christelle, franchement, hyper reconnaissante, c'est aussi l'occasion pour chacun, pour tout un chacun vraiment, qu'on se sente concerné par ou pas, de comprendre qu'en fait, plein de gens fonctionnent différemment. Point. Il n'y a pas à juger ça. Et d'en prendre conscience. Et rien que de l'accepter, de se dire, cette personne, je ne comprends pas son fonctionnement. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai raison et qu'elle a tort. C'est juste que je ne comprends pas. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un qui parle chinois et que vous n'avez jamais entendu parler chinois.
C'est pas pour ça que la personne est plus idiote que vous ou que c'est pas intéressant ce qu'elle vous dit. C'est juste que vous ne comprenez pas. Ben pour moi, c'est vraiment du même acabit. Avec les neurotypiques et les neuroatypiques, on ne parle juste pas la même langue. Il n'y a pas de jugement à avoir avec ça. Et ce livre, il permet vraiment la présentation sans aucun jugement de tous ces profils et aussi la mise en valeur de tout ce que ça peut ressortir de bon. Et la différence, c'est une richesse, quoi. Et j'aimerais savoir, est-ce que dans l'ouvrage, donc, ils incitent les adultes à parler justement de leur... si la personne est dyslexique, de parler d'être transparent par rapport à... Ça dépend du contexte. Ah, d'accord. Ouais. Clairement, c'est aussi de choisir dans quel contexte on peut en parler en toute sécurité et dans quel contexte dire attention. En fait, les personnes ne sont pas forcément capables de comprendre et ça ne va pas forcément être avantageux. Donc, à nous aussi de décider, selon la situation, ce qu'on donne comme ingrédient pour se faire comprendre ou régler le débit du robinet, quoi, en quelque sorte. D'accord. Filtrer, ouais. Alors, en t'écoutant, je suis en train de me demander, est-ce que nous ne sommes pas tous des atypiques, en fait? Puisqu'on a commencé les personnes typiques, atypiques, mais d'une certaine façon... Alors, chacun a bien sûr son code génétique différent, ça, nous sommes bien d'accord, mais dans les façons de penser, c'est une des grosses erreurs que l'humain, avec un grand H, enfin, l'humain au sens large, fait. La tendance à penser que tout le monde fonctionne comme nous-mêmes. C'est une des plus grosses erreurs, je trouve, humaines qu'on puisse faire au quotidien. Si on projette notre fonctionnement dans chaque personne qu'on va rencontrer, on peut être sûr de se tromper. Donc, d'une certaine façon, chacun a son fonctionnement, mais il y a quand même des spécificités. Quand on a, comme 1000 personnes ont un trouble dyslexique, ils ont quand même une façon de fonctionner qui est bien propre à elles et qui ne sera pas une problématique que des personnes non dyslexiques vont rencontrer. Donc, même si on est chacun unique, bien sûr, et la différence est une richesse, donc tant mieux, il faut vraiment comprendre qu'il y a deux sphères, quoi. Vraiment deux sphères, et c'est souvent justement difficile à comprendre ce fonctionnement quand on ne le vit pas. Par exemple, une timidité extrême qu'une personne peut vivre, dire fais un effort. Et en fait, non, elle ne peut pas faire de l'effort parce que elle fait de son mieux, vraiment. Et tant qu'on est dans ce jugement de faire un effort et tant qu'on n'est pas dans l'acceptation de la personne telle qu'elle est, on est dans l'erreur. La meilleure façon d'aider quelqu'un, je trouve, c'est de l'accepter telle qu'elle est, sans attente en fait de résultats ou de reconnaissance ou de pression. Et c'est quand on se crée cette sécurité affective et émotionnelle que finalement la personne sera le plus forte pour elle-même évoluer sur ce qu'au fond d'elle, elle sait déjà. C'est ce qui nous manque à tous quand même la plupart du temps, cette sécurité affective et émotionnelle pour je suis acceptée telle que je suis, ok, du coup ça ne me fait pas peur d'être jugée, je peux évoluer. D'accord. Ouais. Alors, juste pour conclure, est-ce que si je ne suis pas un spécialiste de la question, est-ce que je peux réussir à lire ce livre sans difficulté? Complètement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il est hyper abordable parce qu'il est pratico-pratique, il y a des témoignages et il explique vraiment le b.a.-ba de quels sont ses profils. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la façon d'écrire de Christelle, c'est vraiment ça, ce côté accessible, non jugeant. J'aime ça, pour moi, je suis très sensible à ça en fait. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les livres qui se positionnent, c'est la vérité, c'est ça. Non, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre, d'évoluer, donc c'est un peu dommage. Et donc, n'importe quelle personne qui le lirait en serait forcément enrichie parce qu'elle élargirait son champ de compréhension de l'humain et permettrait aussi peut-être à des personnes qui le sont de dire « mais toi en fait, tu corresponds à ce profil-là » alors que la personne peut-être ne l'a jamais identifié parce qu'elle-même n'a pas forcément été en contact de personnes capables de... Donc moi, toute personne qui pourrait le lire, et d'ailleurs, sur mon compte en ce moment, il y a un concours pour le gagner, justement, parce que je trouve que tout le monde mériterait de lire ce type d'ouvrage. Ouais. Vraiment, tout le monde en serait gagnant. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Cassandre. Merci, chers téléspectateurs, pour ce temps que vous avez pu passer avec nous, avec Cécile, avec Cassandre, qui nous ont aidés à nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas pareils non plus, et que nous devons composer avec
cette diversité, cette variété de perception, de fonctionnement. En tout cas, merci à nouveau Cassandre. Avec plaisir, hein, c'est une très belle émission, plaisir de lire, hein, vraiment. C'est gentil, oui, merci. qui permet de donner cette visibilité. Et les amoureux, les amoureuses de la lecture peuvent vraiment faire passer le message que les proches aidants ont besoin de soutien. Merci Cécile pour ce passage parmi nous. Merci pour l'invitation et pour justement l'occasion aussi, je trouve, de pouvoir présenter des thèmes qui sont encore trop peu abordés, et puis ça permet de peut-être planter quelques graines et de dire il y a peut-être d'autres choses qui existent et aller explorer, et je trouve ça super important, enrichissant, et la lecture c'est quelque chose de formidable, c'est vraiment, tout le monde, lisez. J'ai presque plus rien à ajouter, juste vous dire, si vous voulez faire comme Cécile et Cassandre, vous pouvez le faire en composant le numéro qui va s'afficher très bientôt, à savoir le 06 96 19 41 13, et si vous avez un livre, un coup de cœur, c'est possible, vous pouvez faire comme elle, et puis nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Donc merci beaucoup, bon après-midi, et je vous dis à très bientôt.